Bonjour à tous et bienvenue sur la page d'HP Architecture et Formation. On attaque le module 3 de la formation débutant. Alors, de toute façon, mes modules sont dans l'ordre. Donc, quand on sait qu'on est à 3, c'est qu'on est dans le débutant. Comme je vous ai dit, il y a 18 modules en formation débutant. Donc, on attaque le module 3 sur tout ce qui est les informations et documentation initiale. On va voir la différence entre lier et importer. On va voir comment récupérer un cadastre. On va voir comment apporter un relevé géomètre, un scan 3D ou un import AutoCAD. Et on va voir comment on retrouve nos documents importés. J'ai une annonce à vous faire. Je pense que je vais vous la faire durant toutes les vidéos pendant le module. Je vous avais expliqué que je basculerai probablement sur Revit 2023 ou Revit 2024. J'ai pas basculé sur 2023 parce que c'est une version que je connais très bien et que je sais que il n'y avait pas de différence notoire, donc ça ne me servait à rien de charger mon ordi en téléchargeant une nouvelle version. En revanche, j'ai basculé sur Revit 2024 et là, il y a une différence notoire. Donc, je pense une première grosse différence depuis le passage 2018-2019 avec l'import des PDF, quoi. Mais là, on a vraiment une différence notoire au niveau de la gestion de la topographie. Donc, comme ce qu'on va faire aujourd'hui va pré-aborder la topo, je vous préviens maintenant. On abordera vraiment dans le fond du plan à fond la gestion, la modélisation, enfin la gestion de la topographie en jour 4. Il y a un jour entier qui est dédié à ça. Pour tous ceux qui m'ont en présentiel, normalement, vous avez une licence officielle Revit, donc vous êtes déjà sur Revit 2024. C'est la raison pour laquelle je fais mon enregistrement sur Revit 2024. D'autant que l'interface 2024 a vraiment énormément évolué. Alors, énormément. En gros, on est passé au dark mode, quoi, hein. Donc, on n'est pas non plus sur le truc le plus fou de la planète, mais on est passé en dark mode avec une interface qui est beaucoup plus AutoCAD que ce qu'on avait l'habitude sur Revit jusqu'à présent. Donc, rassurez-vous, les outils, les onglets, les raccourcis, les barres diétéra rapides, la barre d'outils graphiques, les propriétés, l'arborescence de projet, tout ça, ça ne change pas. On est exactement tout pareil, juste qu'on est en dark mode et que le graphisme de certains des outils a changé pour s'adapter un petit peu plus à AutoCAD, AutoCAD 3D. Alors, est-ce qu'il va y avoir une fusion AutoCAD Revit? Mais ça ne serait pas impossible. En tout cas, les deux commencent à se rapprocher bien plus. Donc, il va y avoir ce changement. Là où le changement est vraiment notoire entre les versions précédentes et la version 2024, c'est au niveau de la gestion de topo, comme je vous le disais. On ne passe plus à une surface topographique comme on avait avant. On passe sur un volume topographique avec une gestion des points comme on peut le faire sur les sols. Donc là, vous êtes débutant, je dois être en train de vous parler japonais, mais pour ceux qui ne sont plus débutants, ça va être un petit peu chelou. Mais en tout cas, voilà, je vous donne ces outils-là. Les outils changent vraiment entre les versions précédentes et la version 2024. Si j'ai le temps, si ça risque pas d'être trop compliqué au montage, c'est-à-dire, je ne vous promets rien. Si jamais j'ai le temps, quand j'attaquerai le jour 4 et du coup on sera au module 13, hein, voilà, quand j'attaquerai les modules 13, je ferai peut-être une bascule 2024, 2022 pour vous montrer un petit peu la différence. En sachant que là, je vais modéliser sur 2024 pour faire mes modules, mes vidéos de formation et mes progressions. Donc, en modélisant sur 2024, je ne pourrai pas ouvrir mon modèle sur 2022. Donc, quand on s'amusera à faire une gestion topo, je ferai quelque chose de vraiment très sommaire, mais vous ne retrouverez pas le modèle 3D Revit que j'aurais mis avant, ou alors peut-être que je passerai en IFC, je ne sais pas, je verrai. On verra. J'y suis pas encore, mais en tout cas, c'est pas promis. Mais vous verrez qu'il y a des petites différences entre les deux. Enfin, des différences entre les deux. En tout cas, on va attaquer le module 3. Donc, pour ce faire, je vous partage mon écran avec Revit. On n'est pas sur un gros module, on n'est pas sur quelque chose qui va durer très, très longtemps. Là, je suis donc sur Revit 2024. Vous voyez un petit peu la différence. Pas foncièrement très, très différente entre 2023 et 2024, ou 2022 d'ailleurs.
Enfin, on va dire à partir de 2020. Pas très différente au niveau de l'interface. Vous voyez, on a toujours modèle, on a toujours famille avec les derniers qui ont été ouverts et les derniers dans chacun des trucs. Et vous avez l'outil ouvrir Autodesk Doc, mes informations. Il y a juste mes informations qui s'est rajouté qui vous permet d'accéder directement à votre compte Autodesk. Donc, pour ceux qui ont un compte Autodesk, encore une fois, si vous êtes sur une version officielle, et je vous encourage bien évidemment à être sur une version officielle, vous accéderez à votre compte Autodesk. Ça, tout ça, ça n'a pas changé. Donc, grosso merdo, là, on n'est pas sur un gros changement, quoi. Du coup, je refais nouveau, je reste sur gabarit architectural. Quand on sera en intermédiaire, j'aurai mon propre gabarit, mais pour l'instant, je reste en gabarit architectural pour être sûr qu'on a tous le même. L'interface, comme vous voyez, voilà, on est vraiment en dark mode avec un fond noir. Voilà. Mais foncièrement, ça n'a pas vraiment changé, hein. On a toujours la barre d'outils graphique qui se trouve ici en bas. On a toujours la barre d'outils rapide qui se trouve juste en haut. On a toujours nos onglets ou nos menus qui sont juste là. On a toujours les mêmes outils qui sont là. Simplement, effectivement, on a un code graphique qui a légèrement changé pour se rapprocher, comme je vous disais, un petit peu plus d'AutoCAD. Idem ici, l'arborescence de projet est toujours la même. On a, je crois que la fonction recherche existait déjà, ou je sais, j'ai un doute. Super, j'ai un doute. Je sais plus si moi je faisais CTRL F ou si je faisais la fonction recherche qui existait déjà. Ça, voilà, l'interface graphique. Enfin voilà, le code graphique a un petit peu changé, l'interface est toujours la même en revanche. Donc on a toujours nos vues, les gens de nomenclature, feuilles, famille, groupe, lien Revit. Ça n'a pas changé, on est toujours sur les mêmes éléments. On a toujours les mêmes propriétés avec les mêmes fonctions, les mêmes outils de navigation juste là. Bref, vraiment, on n'a pas changé l'interface hein, du tout au tout. Ça se change juste sur volume et site où, comme vous pouvez le voir, les solides topographiques ont changé. Le terre-plein n'existe plus comme avant. Le blending pad, ça va être sympa quand je vais repasser mon agrément Autodesk, là. Mais les terre-pleins ont changé. Enfin, ça se fera plus de la même manière. Encore une fois, je vous expliquerai ça en module 13. Composants de parking, composants de site, voilà, ça n'a pas changé non plus. Volume in situ, place et volume, tout ça, ça n'a pas changé encore. Donc c'est vraiment juste cet outil-là, voilà, qui a vraiment changé, mais rien de bien hyper perturbant. Mais je vous expliquerai un petit peu plus comment on va faire en module 13. Ok, donc pour commencer, lier ou importer, donc tout se fait sur l'onglet insérer, menu insérer où vous avez les liés et puis les imports. Donc, vous avez les liés à gauche, les imports au milieu et un chargé depuis la bibliothèque. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence entre lier et importer? Lorsque vous liez, vous partagez déjà des coordonnées. Je m'explique. Par exemple, vous allez avoir un relevé de géomètre. Le relevé de géomètre, il va être placé en coordonnées X, Y, Z. Donc ça, c'est super intéressant. Dans ces cas-là, on va venir lier pour pouvoir fusionner les données de sites qu'il va y avoir les uns avec les autres, même si les informations du géomètre ne vont pas bouger. Si jamais sur le cadastre que vous transmet le géomètre, déjà, il n'est pas soumis à modification à l'avenir. Et si en plus ne sont pas rentrées une position de site, en fait, vous n'aurez pas lié ne vous servira pas à grand-chose. Dans ce cas-là, vous pouvez vous contenter d'importer. Lorsque vous importez, en fait, comment dire? Vous supprimez toute attache avec la modification du fichier à l'extérieur. C'est-à-dire qu'une fois que j'importe entre guillemets un objet fixe qui ne peut pas évoluer. En revanche, lorsque je lis, j'importe une maquette, un objet qui, lui, peut être modifié après et que Revit prendra soin de mettre à jour à chaque fois que vous le demandez ou à chaque fois que vous réouvrez le projet. C'est-à-dire que dès que vous réouvrez le projet, il va aller voir toutes ces liaisons et il va vérifier si ça a changé, si ça n'a pas changé, et il rechargera le fichier. Si vous vous amusez à lier quelque chose je prends un exemple tout con, hein. Vous êtes dans une grosse boîte, votre ingénieur fluide, élec, thermique, je n'en sais rien. En tout cas, votre ingénieur, lui, va travailler sur la maquette avec voilà, il va faire une maquette fluide, par exemple.
et il va faire toutes les CVC, tout ça. Donc, il va reprendre votre maquette à vous, qu'il va lier dans son projet à lui, et à partir de là, il va pouvoir faire tous ces CVC. Donc, en vrai, dans son projet même, il n'y aura que les CVC et il y aura la liaison de votre maquette architecture derrière, qui fait que, il y aura ces deux choses-là. Et ensuite, lorsque vous relirez à nouveau sa maquette à lui, le Revit va tout de suite comprendre qu'il a été utilisé votre maquette à vous, donc il ne va pas vous la recharger. Et donc, par conséquent, il va vous réinsérer seulement les CVC. Et comme c'est lié, c'est différent pour lui de votre projet. Et c'est quelque chose qui vient à part et que votre ingé fluide pourra continuer de changer s'il y a besoin de changer. Donc ça, c'est par exemple le cas d'une liaison. Idem pour, je vais y arriver. Dans le cadre d'un terrassement ou d'une ZAC ou quelque chose, vous avez eu le relevé plan de la ZAC, mais il y a un relevé qui se fait avant terrassement, un relevé qui se fait après terrassement, et il vaut mieux lier dans ces cas-là pour pouvoir avoir les différents éléments. Toujours évidemment aller récupérer au même endroit, hein, enregistrer le fichier au même endroit, n'est-ce pas? Sinon, il va avoir un petit peu du mal à pouvoir actualiser et mettre à jour tout ça. Lorsqu'on importe, en revanche, on fige. Donc on n'a vraiment pas de problématique. Puis en 2018, vous n'avez pas cette fonctionnalité, importer un PDF, parce que ça, c'est une fonctionnalité qui existe depuis 2019 et qui réfléchit le PDF s'il a été extrait à partir d'un logiciel de conception, qui, à partir de là, va pouvoir vous donner des lignes ou pas des lignes. C'est hyper sympa pour le cadastre. Ça, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Lorsqu'on lit, on va importer un objet qui pourra être ensuite modifié et ça s'actualisera au fur et à mesure. Et en plus, on partage des coordonnées de site. Lorsqu'on importe, on ne partage pas. OK. Du coup, si je décide d'aller récupérer, par exemple, des informations cadastrales, donc là, on va être en PDF. Soit vous avez un relevé géomètre, soit vous n'en avez pas. Là, le but, on est vraiment sur la documentation initiale. Donc, on va partir du principe qu'on n'a rien, que chi, nada. OK, partager. Normalement, là, vous devez voir ma fenêtre de recherche. Donc, on va sur notre site bien connu, chouchou de cadastre.gouv.fr. Si jamais on a que l'adresse géoportail.gouv.fr des différents éléments. Et pour ceux qui ont oublié, alors géoportail de l'urbanisme, c'est urbanisme.gouv.fr. Donc, par exemple, je vais rentrer une adresse, allez, soyons fous, ça sera l'école d'archi dans laquelle on fait les études d'architecture. Hop, 69 120 Vaux-en-Velin, alias l'ENSAL. Voilà, je vous présente l'ENSAL, réalisé par Françoise-Hélène Jourda et Gilles Perrodin. Donc, hop, nous sommes sur l'ENSAL. Donc là, par exemple, je vois que j'ai ce cadastre-là. Je souhaiterais récupérer ces informations cadastrales. Je vais donc faire adresse, coordonnées du lieu. Et là, j'ai toutes les informations de la parcelle cadastrale. Donc maintenant, sur cadastre.gouv.fr, je peux faire une recherche par le nom de la parcelle. Et je sais que je suis à Vaux-en-Velin, commune, code postal 69 120. Et on est donc sur BD 0296. Et on met OK. Juste 296, ça marche aussi. Je ne vais pas enregistrer l'adresse, ça ne m'intéresse pas. Et je vais retrouver du coup la feuille qui est concernée. J'espère que vous voyez le pop-up entre guillemets. Mais du coup, je retrouve ma feuille avec mes informations cadastrales. Donc de là, je peux imprimer un extrait de plan, moi que je mets toujours en A3. Hop, là on est au millième, je vais regarder au 500e. Au 500e, ça passe. OK. Donc ce que je fais, je me mets en paysage. En paysage, je suis pas sûre que ça va passer. Je zoome un peu. Ouais, on va rester en portrait, hein. En paysage, ça passe pas trop.
Donc, je me mets en portrait. Hop, je vais faire une édition du plan au 500e que je vais enregistrer. Donc là, dans mon cas, moi, j'enregistre toujours le plan cadastral au 500e et au 2 millième ou au 4 millième selon la quantité d'informations que j'ai besoin de récupérer. Hop, tchouk, tchouk, tchouk. Allez, vidéo. Oups, voilà. Et hop là. Je vais faire un petit dossier qui va s'appeler document, hein, comme ça au moins. Donc, le plan cadastral normalisé au 500e et ensuite le même au 2 millième. Hop, ça me donne. Est-ce que ça me donne à peu près toutes les infos dont j'ai besoin? Ouais, j'ai le croisement, je l'ai ici. 2 millième, ça me va bien. Si je passe en paysage, c'est très bien. On va faire comme ça. Parfait. J'édite et pareil, j'importe. J'appelle 2000. OK. Évidemment, toujours un petit passage sur le géoportail de l'urbanisme. Pourquoi? Bah, pour récupérer toutes les informations de l'urbanisme, mes amis. Voilà. Hop. Ouhouhou. Eh ben dis donc, il y en a des infos là-dedans. Ça vous permet d'avoir l'ensemble des pièces écrites. Donc là-dedans, on retrouve tout ce qui est servitude, on va retrouver tout ce qui est PLU, on va retrouver toutes les informations, PPRI, etc., etc., etc. Bref, tout ce qui concerne votre parcelle pour savoir ce que vous pouvez ou pas faire dessus, vous allez le retrouver ici dans ces différents éléments. Donc voilà, quand vous avez l'ensemble des pièces écrites et l'archive complète, vous le téléchargez juste là, ça vous permet d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Il est fort possible que les fenêtres pop-up ne se soient pas ouvertes au niveau de lorsque j'ouvrais la feuille cadastrale. C'est pas grave, je le rajouterai pas. Vous avez compris le principe, vous avez compris comment on va imprimer. Enfin, donc, je vous fais confiance, je fais confiance à votre intelligence. Je le ferai pas à ce niveau-là. Donc, une fois que je suis là, moi, pour ma part, je ne vais pas lier un PDF parce que c'est quelque chose que je viens d'éditer, qu'en plus je viens de fermer, que je ne suis pas sûre d'avoir quelque chose de super précis. Donc, je ne vais pas le lier parce que, en fait, je pourrais tout simplement foirer mes données. Je vais plutôt l'importer. Je me mets au niveau du plan de masse. Je vérifie mon échelle au niveau du plan de masse. Là, je suis au 100e. Excusez-moi. Donc, je vais plutôt me caser au 500e pour être conforme à mon PDF. Je viens importer au PDF et je viens récupérer du coup. Ouf, 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 ouf. Je viens récupérer du coup mon PDF dans mon dossier que j'avais fait juste précédemment. Tup, tup, tup. Mhm. Là, il nous propose de choisir notre résolution. Donc, plus c'est élevé, plus c'est intéressant. Mais quoi qu'il arrive, il pourra quand même vous extraire les données. Mais plus c'est élevé, plus forcément pour votre ordinateur, c'est lourd. Chance pour moi, j'ai un bon ordi. Je vais donc mettre sur 600 ppp. Et je décide de caler là où ça m'intéresse. Donc, évidemment, il me place le nord directement. Et alors ça, les informations sur le projet, c'est quelque chose qu'on verra après. Mais on verra un petit peu comment on place le nord géographique ou pas. Non, non, on le verra, hein, ça c'est sûr. On va pas le voir sur cette vidéo-là, mais vous inquiétez pas, on va le voir. Là, on est juste sur importer les différents éléments dont on a besoin. Lorsqu'on a importé le PDF, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut activer les accrochages, on peut verrouiller évidemment pour qu'il ne bouge plus, ça je vous le conseille. Et en activant les accrochages, on va pouvoir en fait tout simplement sélectionner les lignes
Donc, normalement, ça va quand même faire un énorme doute. Normalement, lorsque vous activez les accrochages sur PDF, vous êtes censé pouvoir, lorsque vous faites un outil de ligne, donc là, par exemple, j'ai fait DL pour Detail Lines, pour ligne de détail. Donc, si j'avais eu envie de faire des lignes de modèle, j'aurais fait LI. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire dans quel sens, mais j'aurais fait LI. Donc, DL pour Detail Lines. Et donc, du coup, si je faisais un pixel line, normalement, j'aurais dû pouvoir sélectionner les lignes de mes limites cadastrales. Bizarrement, sur 2024, ça ne marche pas. Voilà, ça fonctionnait très bien sur les versions d'avant. Je vais me permettre de vous partager du coup l'écran de Revit 2022. Voilà, donc là, je suis sur Revit 2022. J'ai fait la même chose. J'ai importé de PDF. Mes accrochages sont activés. Et lorsque je vais faire Detail Lines, je fais Pixel Line et je peux choisir mes limites cadastrales. Pourquoi sur 2024, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Autodesk, si tu as la réponse, pense à moi. En revanche, ce que j'ai remarqué, c'est que même si vous ne pouvez pas faire d'accrochage, il suit quand même, en fait, il fait quand même un accrochage de suivi de ligne. Donc c'est que l'information n'est pas complètement non transmise, c'est juste qu'elle n'est pas faite hyper correctement. Donc, c'est un petit peu un problème parce que du coup, on n'a pas le début ni la fin de ce qu'il y a. Donc, dans ces moments-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de convertir votre PDF en DWG. Si vous avez déjà plus de sous parce que vous avez acheté la licence de Revit ou que vous êtes un étudiant fauché, euh, alors, pour les étudiants fauchés, normalement, si vous me regardez, c'est que vous avez accès à la licence étudiante de Revit. Donc elle est gratuite pour tous les étudiants et normalement, vous devriez aussi pouvoir avoir AutoCAD gratuitement de la même façon. Donc, sachez que AutoCAD permet des conversions PDF DWG. Enfin, il me semble, hein, je ne voudrais pas vous dire de conneries, mais il me semble. Je sais que pour tous les étudiants en graphisme, tout ça, Adobe Illustrator le fait aussi. Sinon, il y a des convertisseurs gratuits sur Internet. Par exemple, là, j'étais sur Zamzar. Voilà, qui est un convertisseur gratuit. La seule problématique de tout ça, c'est que ça ne maintient pas l'échelle. Donc, je vous propose après d'utiliser tout simplement votre PDF pour avoir l'échelle. J'ai fait un petit exemple. Je l'ai mis en plan cadastral normalisé. Donc, ça tombe bien, ça va nous permettre de faire l'import des WG en même temps, hein. Voilà, comme ça, au moins, ça nous permet de voir le truc. Donc là, j'ai fait la transcription en DWG, donc j'ai mon plan cadastral en DWG. On me propose de faire juste la vue active uniquement ou pas. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Et ensuite, couleur, quelques niveaux, détection automatique des unités importées, etc. Euh, mon- Vu que ça ne sera pas à l'échelle à cause du convertisseur, je remettrai moi ensuite. Et positionnement, il propose automatique, mais moi, je vais préférer là un manuel centre pour pouvoir le positionner comme ça m'arrange. Sinon, je ne sais pas trop. Lorsque vous cochez vue active uniquement ou pas, si vous décochez vue active uniquement, ça devient une importation qui va se mettre en ligne de modèle, c'est-à-dire qu'il sera visible dans toutes vos vues, puisque en fait, c'est le modèle, la 3D. Souvenez-vous, module 2, précédent, ligne de détail n'appartient qu'à la vue, ligne de modèle, ça appartient vraiment à la modélisation 3D. Donc, si je décoche vue active uniquement, je vais faire des lignes qui appartiennent à la modélisation 3D. Si je coche vue active uniquement, je fais uniquement des lignes de détail. Donc, en fonction de ce que vous avez besoin, vue active ou pas une vue active, pour vous en servir dans les autres niveaux, vous cochez ou vous décochez. Moi, il va m'arriver assez souvent de le décocher parce que, en fait, je vais le placer au niveau 0. Et comme ça va me permettre de voir ma modélisation par rapport à là. Mais là, dans ce cadre précis, on va le cocher pour que ça soit de la ligne de détail et que je la place au niveau 0, bien évidemment, mais uniquement sur le plan de masse. Donc, j'ouvre et je vois que j'ai un truc tout rikiki par rapport à mon modèle. Donc, du coup, je viens là, je vais augmenter l'échelle juste pour savoir de quoi je parle. Donc là, je me suis mis en 200 juste au pif, hein, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas sur quelque chose de précis. En revanche, là,
vous voyez que j'ai les dimensions au pied de mes cadastres, donc en l'occurrence 1 849 550 et juste à côté, j'ai 1 849 600. J'ai donc 50 mètres entre les centres à centre. Donc, je viens sélectionner mon DWG, je viens sélectionner de quoi modifier l'échelle, je viens au centre. Donc, les centres, il me les accroche là, en l'occurrence, normalement, ça s'accroche avec un triangle. Mais là, on voit qu'en fait, finalement, c'est deux traits qui se rejoignent au centre. Alors, je vais mettre en ligne fine quand même pour voir de quoi je parle. Merci. Donc, le centre vient ici. Je viens me refoutre au centre de l'autre aussi. Et du coup, je rentre la valeur de 50 puisque je sais que c'est ça la valeur. Et ensuite, je viens recaser à peu près sur mon PDF pour réussir à savoir de quoi je cause. Hop, voilà. Du coup, là, ça me permet d'avoir mon DWG et mon PDF. Donc, si je le souhaite, je peux supprimer le PDF. Évidemment, il faut le déverrouiller. Et je me retrouve avec mon DWG juste derrière qui a lui aussi des lignes de détail. À partir de là, on verra comment décomposer ou pas. Enfin, tout ça, c'est un autre module sur le traitement des fichiers DWG. Mais vous avez vos informations principales avec du coup les limites cadastrales, le positionnement du bâtiment, etc. Ce qui est chouette avec cette technique-là, c'est que là, du coup, mon bâtiment a des informations en ligne, alors que lorsque vous le faites sur des versions ultérieures, les bâtiments, eux, n'ont pas de ligne cadastrale, en fait. Vous avez juste les lignes de limite de propriété qui, ça, sont accrochables, mais pas les limites cadastrales. Donc, transférer en DWG un PDF, c'est toujours beaucoup plus utile. Mais parfois, bah, on n'a qu'un PDF sous la main, donc ça donne une idée. Donc là maintenant, on va attaquer pour l'import d'un relevé de géomètre. Donc quand on est sur un import de relevé de géomètre, on... très souvent, les 9/10 du temps, on est sur un import qui a des coordonnées que l'on peut récupérer, partager et qui permettront de corriger ces différents éléments. Donc là, je vais vraiment vous montrer comment on importe un relevé géomètre avec des coordonnées partagées. Donc forcément, dans ces moments-là, on n'importe pas la CAO, en fait, on lit. Donc je passe par lier CAO, je viens récupérer le relevé géomètre qui m'intéresse. Au niveau des paramètres, j'enlève vue active uniquement, parce que là, pour le coup, on va me passer la topo aussi. Donc les lignes de modèle vont être hyper importantes, il va falloir que je les ai. Du coup, ben, je vais venir faire ces différents éléments. À l'emplacement partagé, très certainement que là, pour le coup, pour l'instant, il n'y a pas d'emplacement partagé. Donc, on va peut-être plutôt faire centre à centre pour le moment. Et ensuite, on viendra caler le partage de coordonnées. Donc, je viens faire ceci et je viens mettre ouvrir. Il va forcément mettre un petit peu de temps pour ouvrir, puisque là, on est sur un très gros relevé de l'ordre de la ZAC. Donc, par conséquent, j'ai tous les terrains, les découpages, le cadastre, les talus. J'ai la modèle 3D du terrain. Enfin bref, j'ai pas mal de choses. Donc, forcément, c'est un petit peu long à ouvrir. Là, je suis à 50%. On y est presque. Je ferais peut-être un petit accéléré là-dessus, temps d'ouverture, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu long. On va y arriver, 87%. Vous avez, ah oui, parce que là, je suis en train de vous dire 87, machin, tout ça, vous savez peut-être pas. Mais vous voyez en bas à gauche la barre de progression, en fait, de l'avancement de tous ces éléments. Donc là, je suis partie sur automatique centre à centre pour que à peu près le centre du modèle, il me montre sur les autres éléments. Malheureusement, lorsque parfois on a des trucs à péta ou schnock, le centre à centre n'est pas forcément génial. Là, ça me donne un bel exemple puisque j'ai des coupes d'inclinaison du terrain que je vois jusque-là qui en fait sont sur la même feuille que les différents éléments, donc sur le même calque. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour arriver à... Enfin voilà, le centre du coup est un petit peu en bordel. Mais j'ai mon élément là. Si je viens en 3D, je me rends compte que j'ai la topo qui est à la bonne altitude, hein. C'est pour ça que
Vous vous demandez pourquoi il y a un truc en bas et un truc en haut, bah, c'est qu'en bas, on est sur toutes les lignes de détail de tracé. Et là, en fait, on est sur la topo, en fait, la topo modélisée, donc forcément qui est à l'altitude nécessaire. On peut voir tous les remblais des blés. Apparemment, je peux même voir deux calques qui ont l'air de chevaucher. Mmh. Donc, ça sera probablement un truc à travailler. Quand on cherche comme ça, on peut cliquer dessus, on peut faire requête et on va réussir à avoir les différents éléments. Donc, lui, on est sur bémol triangle et lui, on est sur retaluté triangle plat. Donc, vous voyez, on est sur deux choses qui sont différentes. Donc, c'est bien, ça va pas du tout être le bordel. Mais ça peut, enfin voilà, ça peut se retravailler. Suffit de prendre la topo qui est là, de scinder là où il y a la deuxième, de supprimer. Enfin bref, c'est pas quelque chose qu'on verra en débutant, mais enfin, on va voir en fin de débutant comment scinder des terrains, etc. À partir de là, vous saurez comment faire, vous n'aurez pas besoin de moi. Mais ça nous donne une petite idée. De là, je clique sur mon modèle DWG et je vois que dans mes propriétés, j'ai site partagé, non partagé. Donc, je vais venir partager tous ces éléments-là. Soit je décide de publier dans le DWG mes coordonnées. Donc, je vais demander de publier le système de coordonnées partagées dans le DWG. Soit c'est l'inverse, je vais importer les coordonnées de ce DWG dans mon projet. Quand on est archi, en règle générale, c'est comme ça que c'est dans ce sens-là qu'on le fait. On importe celle du géomètre. Donc, je viens faire ceci et rapprocher. Et là, il s'est passé un petit miracle. Vous voyez, là, j'avais un triangle et un rond et le triangle a disparu. Le triangle, c'est le point de topographie. Le rond, c'est le point de projet. Donc, quand c'est comme ça, en fait, le point de projet, lui, il se déplace. Vous voyez, là, j'ai des coordonnées qui viennent de se mettre. Par contre, le point de topographie, lui, se met toujours à 0, 0, 0. Donc, si je viens demander un zoom total, bah, j'ai mon 0, 0 qui vient se mettre ici. Et j'ai ces éléments-là qui viennent se mettre juste là. Ce qu'il faut savoir, moi, personnellement, je suis adepte, mais on n'est pas tous d'accord parce que c'est vrai que ça entraîne des bugs. Donc, moi, ça m'énerve, mais c'est vrai que ça peut entraîner des bugs. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis adepte de délier cet élément-là, mais là, il n'a pas l'air d'avoir envie d'accepter de se délier. Non, il veut pas. Normalement, je le détrombone en cliquant sur le trombone et je les rapproche. Et techniquement, il est censé se bouger aussi d'informations. Donc, le 0, 0, 0 reste toujours au même endroit, puisque c'est ça qui fait le départ. C'est juste ce point-là qui change. Mais ça peut générer des bugs selon qui a modélisé sur quoi. Et selon qui a modélisé sur quoi, lorsque vous importez, c'est toujours par rapport au point de topographie où il estime que qu'importe où le point de topographie est placé, pour lui, c'est le 0, 0, 0. Donc, très souvent, on invite à laisser le point de topographie à 0, 0, 0. Et en fait, tout simplement pour pas que ça vous bloque le zoom, parce qu'il faut savoir que plus l'unité de distance à réfléchir est longue pour vite, moins il vous autorise à travailler dans la précision. Donc, pour pouvoir enlever ça, on vient dans les remplacements de visibilité graphisme. Donc, raccourci clavier VV et sinon, c'est dans vue visibilité graphisme. Voilà. Moi, je fais VV. C'est beaucoup plus rapide. Donc, quand je déroule dans le site, vous voyez, j'ai le point de base du projet et le point de topo. Donc, maintenant que le point de topo est calé, et ben, je le mets, je l'enlève de ma vue, histoire que ça ne me bloque pas. Et ça me permet de revenir zoomer à ces endroits-là. Et ensuite, à partir de là, on pourra toujours venir faire gérer. Et du coup, pardon, juste ici, replacer le projet et venir sélectionner le point de projet pour venir le replacer sur nos terrains là où on va attaquer la modélisation. On verra ça dans un autre temps. Pourquoi je ne m'amuse pas à faire un cliquer-glisser? Je vais vous montrer, hein. S'il y en a qui ont la mauvaise idée de faire ça, si je m'amuse à faire un cliquer-glisser, effectivement, mes points là n'ont pas bougé. Lui, il s'est modifié en fonction. Par contre, vous voyez que mes vues d'élévation qui sont là sont toujours là parce qu'il estime toujours que le projet doit être modélisé ici alors que mon centre de projet est juste là. Donc, on évite de faire cette bêtise-là et on vient vraiment utiliser replacer le projet. Et quand on fait ça, on voit bien que du coup, les élévations ont bougé avec. Voilà. On rentre aussi l'altitude. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je rentre toujours. Pareil, ça fait débat. Là, j'ai jamais compris pourquoi ça faisait débat.
Moi, je rentre toujours l'altitude pour pouvoir réfléchir correctement au projet, avoir mes élévations au bon endroit et pas galérer, en fait, tout simplement. Donc, lorsqu'on reviendra ensuite faire des modélisations par rapport à ça, on pourra en extraire l'altitude, les coordonnées, de savoir où on est. Si, par exemple, je me prenais sur le lot B2, la plateforme, je vois que la plateforme est à peu près à 584,14. Donc, je pourrais décider que mon point de plateforme de projet est à 584 et il n'y aurait pas de souci, ça monte à 584. Je le vois. Alors, rebelote, on évite de prendre et de modifier tout de suite parce que du coup, en ayant fait ça, alors c'est très bien, hein, comme ça de vous montrer le bug, au moins c'est pas mal. Si je fais ça directement, ce qui se passe, c'est que mon point disparaît parce que mes lignes de vue, elles, mes lignes de niveau, on va en reparler après, mais voilà, mes lignes de niveau, elles, sont toujours à 0,36. Donc, alors que mon projet, lui, il se trouve à 500 mètres d'altitude. Nous, on est toujours à 0,36 NGF, alors que mon projet est parti très, très loin. Donc, rebelote, on pense bien à revenir dans une vue d'élévation et en fait à replacer le projet en altitude pour éviter le bug de façon à ce que les lignes de niveau montent avec. Hop, voilà. Donc, si je viens sur une ligne d'élévation et que je vais venir faire replacer le projet, là, je vais pouvoir monter à 584 et quand je rezoome, hop, alors là, je ne suis pas dans mes lignes de profondeur de vue, donc je risque pas de voir quoi que ce soit. Mais au moins, ça va me permettre de revoir un petit peu mieux. Et quand je reviens en plan de masse, je suis bien, comme vous voyez, à 584 en élévation et je vois bien toutes mes coupes d'élévation. Tout va très bien. Donc là, je viens de vous montrer comment on importait juste un DWG, comment on importait voilà, juste un AutoCAD, quoi, comment on importait un relevé de géomètre. Je vais vous montrer comment on importe un scan 3D. C'est globalement à peu près pareil. Donc, je ferme tous les éléments que j'ai ici. Non, je ne souhaite pas enregistrer. Je fais nouveau parce que là, j'ai fait plein de modifs. Donc, mine de rien, en faisant plein de modifs, eh ben, ça me change pas mal d'éléments. Toutes ces manips-là que je viens de faire, on va les refaire en module 3. En module 4, pardon. Donc, ne paniquez pas si vous trouvez que c'est passé trop vite, parce que le module 3 porte surtout sur la manipulation d'import des éléments. Et là, par exemple, bah, j'importe et je récupère la donnée, c'est-à-dire la position du géomètre. Donc, on n'est que sur la manipulation d'import d'éléments position. C'est tout. Donc, toutes les manips là que je vous ai fait, on va les refaire. Donc, rassurez-vous, détendez-vous, ça va bien se passer. Nouveau gabarit architectural, ça ne change pas. Je viens faire insérer, je viens chercher une nuage de points. Vous avez deux types de coordonnées, RCP ou RCS. Alors, c'est pas très compliqué, hein. Lorsque quelqu'un arrive avec sa machine, son scan 3D, il le pose dans une pièce, ça fait un scan de partout, ça fait un fichier RCS. Et la compilation de tous ces scans fait un fichier RCP. Là, en l'occurrence, mon fichier RCP est corrompu, donc je vais passer directement sur le fichier RCS. C'est absolument pas un souci de partir sur le fichier RCS. Et je peux choisir centre à centre, vers origine interne ou à l'emplacement partagé. À l'emplacement partagé, si j'avais déjà inséré un DWG dans lequel j'aurais du coup mis un emplacement partagé, ça aurait été clairement bien plus pratique, mais c'est pas le cas. J'ai pas inséré des DWG là sur lesquels j'ai mis un emplacement partagé, donc ça serait pas logique. Du coup, je vais rester automatique centre à centre, ça sera un peu plus évident. Et je vais mettre le scan juste à cet endroit-là. Il va me préciser qu'il y a plus de 30 000 points, ce qui est tout à fait normal lorsqu'il y a un scan, il y a largement plus de 30 000 points et que bah, peut-être que ça pourrait entraîner des graphiques indésirables. Mais ça, ce n'est pas un souci. Donc, je vois qu'il vient de m'importer quelque chose. Si je passe en 3D, je vois bien que j'ai un élément 3D qui correspond à un scan. Donc, en fait, il faut s'amuser à tous les importer en RCS. Donc, normalement, on importe directement le RCP. Ça évite de poser des soucis et on voit que les choses vont s'ajouter les unes après les autres petit à petit avec tous les scans, etc., etc. Voilà. Donc, mieux vaut avoir la compilation RCP parce que là, j'ai quand même l'impression que ça se chevauche. C'est pas très propre.
Donc, mieux vaut quand même avoir la compilation RCP de la part de la personne, mais sinon, ça donne une petite idée quand même de ce qu'il y a besoin et ça permet, lorsqu'on va venir zoomer les éléments et les voir, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et de reprendre à partir de là. Donc là, j'imagine que ce soit un espèce de mur, un espèce de toit. Là, je dirais qu'il y a une fenêtre. Mais ça permet de revisualiser. Lorsqu'on a le fichier RCP, on a vraiment ce nuage de points de tout le bâtiment. Et Revit a la particularité de, lorsque vous allez faire un mur, par exemple, et que vous allez choisir, sélectionner la ligne pour dire où se trouve le mur, en fait, il va reprendre l'ensemble des nuages de points. Il va faire une moyenne à peu près par rapport à tous ces nuages pour réussir à trouver où se trouve la ligne de positionnement de ce mur. Donc, quand on modélise par nuage de points, on arrive là-dessus. Si j'étais riche, donc faites de la pub pour moi afin que je sois riche. Si j'étais riche, j'aurais moi-même une machine de nuages de points et ça irait sûrement beaucoup plus vite pour mes relevés. Ça serait trop beau, ce serait l'idéal. Mais je ne suis pas riche. Donc, pour l'instant, j'ai pas ça. Voilà. Pour retrouver tout ce qu'on lit, j'ai refermé, c'est pas bien. On va revenir en gabarit architectural. Pour retrouver tous les éléments que vous avez liés, par exemple, là, je vais revenir lier le nuage de points que j'ai fermé. Oui, il n'y a pas de problème. Je retrouve les éléments que j'ai liés. Donc, soit dans lien Revit, si c'est un lien Revit. Voilà, si j'ai lien Revit. Si ce n'est pas un Revit, je ne le retrouverai pas là. Donc, ne le cherchez pas ici. En revanche, dans gestion de liens, vous avez tout ce que vous importez ailleurs, enfin tous vos liens, donc les images. Alors, ça peut être autant les liaisons que les imports. Donc ça, je tiens vraiment à le préciser. Dans gestion de liens, vous allez tout retrouver, liaison et import. Donc, du coup, on a Revit, IFC, format CAO, DWF, les nuages de points. Donc, là, vous voyez celui que je viens de charger, les différentes topographies, modèles de coordination, PDF, images. Tout ça, vous le trouvez ici. Donc, vous le trouvez dans le menu Insérer à Gérer les liens ou dans le menu Gérer à Gestion des liens. Voilà. Quand c'est Gérer, en règle générale, vous trouvez ça dans Gérer. Pas très compliqué. On a fait le tour du module 3, donc vous voyez, on n'était pas sur un très très gros module. Moi, mine de rien, j'ai passé presque la journée à l'enregistrer entre les bugs de Revit et du casque, mais ce n'est pas un module qui est très très long. Donc, vous avez vu comment on récupérait à peu près les données. Si jamais il reste le client est arrivé, je n'ai pas de relevé de géomètre, j'ai juste son adresse, c'est du grand n'importe quoi et il faut quand même que j'arrive à sortir un projet avec quasiment rien comme élément, notamment topo. Je vous invite à aller sur le site de geoportail.fr, je vais vous faire une petite visualisation parce qu'on est toujours sur récupérer des données. Donc au cas où, je vais vous le faire, ça sera plus simple. Géoportail.gouv.fr, je crois que je ne suis pas du tout en train de vous partager voilà, l'écran. Donc, là, je vous le partage. Je ne sais pas, moi, on revient sur l'école d'art enfin, l'école d'archi, parce que j'ai pas d'imagination. Hop. Voilà. Si jamais, là, par exemple, vous voyez, il y a un amphithéâtre extérieur. Donc, je sais qu'il y a des marches, je sais que je suis sur des points différents. Si jamais, lorsque je récupère cette image, cette visualisation, bah, j'ai quand même besoin de savoir un petit peu côté terrain comment ça marche. En fait, je peux tout à fait demander un petit profil altimétrique. Donc, je vais faire mesurer. Je vais établir un profil altimétrique. Donc, j'établis un profil altimétrique. Je fais là et je viens double-cliquer sur la fin. Et vous voyez, ça me permet du début où j'étais par là-bas jusqu'à la fin où ensuite c'est remonté. J'ai tout mon profil altimétrique des différents éléments. Donc je vois que là, ça a été creusé. Idem de l'autre côté si j'ai besoin de le faire. On double-clique et j'ai tous ces différents éléments. Donc, vous pouvez très bien faire ça sur plusieurs lieux, plusieurs endroits. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que du coup, j'exporte l'image avec le trait large, j'exporte le profil altimétrique et je tâche vraiment de retrouver à chaque fois où se trouve tel point, tel point, tel point, tel point. Ça m'arrive aussi, du coup, d'annoter en fait et de pouvoir annoter la carte. Voilà, merci. Très souvent, je fais un petit point
et je vais mettre l'altitude. Voilà, là, j'ai la longitude, j'ai la latitude. Donc, à chaque fois, bah, c'est super intéressant de remettre longitude, latitude, et cetera, pour savoir où ça se trouve et je rajoute, l'altitude et comme ça me permet aussi de faire toute une donnée. Une fois que j'ai fini tout ça, je j'extrais le tout et je l'enregistre. Voilà, je l'exporte. Donc il y a aussi cette possibilité-là quand vraiment le client vous donne rien du tout. Mais je vous le dis, moi ça, quand je le fais avec mes clients, c'est qu'on est vraiment en phase de préétude. On est en FESA, voilà, on est surtout en FESA et lorsqu'on arrive en APS, je demande, un relevé géomètre. Par contre, il y a vraiment en gros sur mes plans, en rouge, lorsque je rends mes dossiers, si j'ai pas de relevé de géomètre, que, en l'absence d'un véritable relevé, les données ne sont pas fiables. Voilà, donc c'est écrit en rouge sur mes plans. Donc, comme toujours, si vous avez la moindre question, commentaire en bas et je tâcherai d'y répondre. Quand vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur la page d'HP Archi, n'hésitez pas à me contacter, ouais, sur la page d'HP Archi sur Facebook. Si jamais vous n'avez pas Facebook, je laisserai le mail de toute façon, mon mail, d'HP Architecture. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour information, on ne va pas faire de modélisation à partir de nuages de points dans aucune des formations, ni débutant, ni intermédiaire, ni avancé. Je ferai un petit module en aparté, juste pour de la modélisation à partir de nuages de points. Pourquoi? Mais parce que le nuage de points n'est pas encore très développé. Donc tant que on n'est pas sur une technologie qui est encore hyper développée, on est sur une technologie qui est très fiable, hein, faut pas croire, la machine en elle-même fonctionne très bien et la technologie est très fiable. C'est juste qu'elle n'est pas encore très développée, que c'est des relevés qui coûtent très cher, les machines coûtent très cher. Donc je ne vais pas, en fait, faire ça en module, parce que je le fais pas en présentiel. Donc tout simplement parce que enfin, je le fais en présentiel, si en présentiel on me le demande parce qu'on le pratique, mais c'est pas quelque chose que je fais automatiquement en présentiel, c'est vraiment quelque chose que j'adapte, spécifiquement pour, les entreprises qui me le demandent, cette formation. Donc vraiment, ce module-là, il se fera en aparté des 3 formations et on sera, fin intermédiaire, début expert, au niveau de la sortie de ce module-là. J'espère que ça vous a plu, et puis, on se retrouve, très bientôt pour le module 4. Si vous souhaitez que la chaîne remonte, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour montrer que ça vous a plu et puis surtout, abonnez-vous pour avoir toutes les nouvelles vidéos.